Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Ce soir avec deux invités, avec donc Éloi Rollange d'abord. Bonsoir Stéphane, alors je vous rappelle que je ne suis pas un seul invité puisque je suis co-présentateur de cette émission et nous avons effectivement un invité d'honneur ce soir puisqu'il s'agit de... Lionel Goldevich. Alors bonsoir Lionel. Bonsoir Éloi, bonsoir Stéphane, merci de me recevoir pour cette émission. Alors invité spécial ce soir parce qu'on va parler abondamment, évidemment on va revenir sur le tournoi Sarajevo tout à l'heure en commentant la partie Adams contre Morozevich, mais on va parler surtout du tournoi de Léon qui vient de démarrer en Espagne, le tournoi Advanced Chess. Alors peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Tu es spécialiste des ordinateurs et il s'agit d'un tournoi où les ordinateurs ont une part non négligeable. Absolument, et effectivement, actuellement, les joueurs du tournoi vont utiliser des ordinateurs pour donc un petit peu élever la qualité du jeu. En tout cas, c'est peut-être le prétexte, je crois, qui a un petit peu été mis en place pour organiser ce type de compétition. En tout cas, ça, on pourra peut-être en discuter plus tard. Oui. Mais tout de suite. Ou même tout de suite. Je crois que c'est tout simplement, ça a été inauguré par Kasparov il y a à peu près 2 ans, je crois, dans son premier match contre Topalov. Et moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous partagez un petit peu mon avis, que finalement, ça a été un moyen pour Kasparov de faire en sorte que les échecs soient un petit peu plus populaires en amenant des grandes compagnies, pourquoi pas dans les tournois, et c'est le cas puisque aujourd'hui, en faisant des parties avec des ordinateurs d'échecs, on a la possibilité d'avoir des partenaires comme des grandes maisons informatiques. On peut penser maintenant à Compaq. Ça peut penser un petit peu, ça me fait penser un petit peu à des petites un rallye automobile où Kasparov a ouvert un peu la porte à beaucoup de partenariats possibles. Alors dans le jeu, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, les joueurs ont à leur disposition un ordinateur sur lequel ils ont, à ma connaissance, plusieurs logiciels installés, des logiciels de base de données que je pense tout le monde connaît aujourd'hui, qui apportent une aide considérable au cours d'une partie, puisqu'on peut à n'importe quel moment avoir à sa disposition un petit peu toute l'historique des échecs, toutes les parties qui ont été jouées au préalable, et éventuellement les analyses que les joueurs peuvent avoir à leur disposition. Ils ont aussi des logiciels de jeu qu'ils peuvent utiliser, et c'est pas négligeable, surtout dans des positions extrêmement tactiques, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les ordinateurs sont redoutables dans cette phase de jeu. Alors Éloi, qu'est-ce que ça donne au niveau des parties? Donc c'est avec les logiciels, hein, les parties sont plus donc de meilleur niveau ou qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors on peut dire qu'effectivement les parties sont d'un niveau meilleur, probablement au niveau de la qualité de jeu, mais surtout ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a plus de bluff. Il n'y a vraiment plus de bluff possible, c'est-à-dire qu'une fois que la partie est lancée, une fois que les complications sont commencées, eh bien on sait que les joueurs ne vont plus faire d'erreurs. Et ça, c'est bon, effectivement, ça enlève un peu de piment, mais on augmente la qualité de jeu. Alors, c'est toujours cette fameuse dualité entre, le débat. Est-ce qu'il faut faire jouer les ordinateurs avec les humains? C'est-à-dire que il y a moins de fautes, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas les fautes qui font le piment du jeu d'échecs? Donc, je pense que le gros débat est là, tout simplement. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, Lionel? Moi, je vous avouerai que c'est la question que je me suis un petit peu longtemps posée. Pourquoi finalement apporter ce plus qui peut ne pas en être un? Ça, c'est un avis personnel. Donc est-ce qu'enlever la faute du joueur et comme ça, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Absolument, ce qui caractérise une partie d'échecs, et ce que je trouve beau dans une partie d'échecs, c'est cette confrontation, cet échange d'idées qui fait que l'homme est humain finalement, et s'il fait une faute, c'est partie intégrante du jeu. Alors le fait d'avoir des ordinateurs à sa disposition permet, entre guillemets, d'augmenter la qualité du jeu, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que ça a un réel intérêt? C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse en début d'émission, où pour ma part, ça a été un moyen pour Kasparov, qui est un homme d'affaires aussi talentueux peut-être que joueur d'échecs, d'amener, ou peut-être moins, d'amener en tout cas des partenaires éventuels. Il y a Éloi, ça fait rire Éloi. Éloi n'est pas d'accord. C'est-à-dire que Kasparov aux échecs est quand même extrêmement fort. En business, il a encore tout à prouver. Bon, voilà, Kasparov aux échecs est quand même reconnu mondialement, je veux dire. On va pas non plus comparer Kasparov champion du monde d'échecs à Kasparov businessman. En tout cas, moi j'ai simplement voulu souligner que tout ça a démarré à partir d'une idée, je crois, de Kasparov. Et est-ce que tout ça finalement n'est pas une possibilité marketing pour les échecs d'avoir des partenaires éventuels plutôt que réellement d'augmenter la qualité du jeu? Parce que je suis pas persuadé que la qualité du jeu augmente probablement, c'est vrai, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ces... Faut noter quand même que c'est 1 heure KO, hein, c'est-à-dire que c'est 1 heure pour toute la partie, oui. Au KO, c'est-à-dire que si on dépasse 1 heure de réflexion, on a perdu. Donc ça 1 heure KO, c'est quand même pas non plus les parties de 2h40 coups suivies d'1 heure, donc 3 heures, 6 heures de jeu possible. Là, c'est 2 heures de jeu maximum. Donc ça peut limiter aussi la qualité du jeu, parce qu'on dit que les ordinateurs peuvent apporter un plus, mais comme la réflexion est limitée,
Absolument. Ça peut aussi on a moins limiter de la temps, qualité du jeu. Tout à fait, on a moins de temps de les utiliser. Donc finalement, ça reviendrait à dire quel est finalement l'avantage d'avoir ces ordinateurs à sa disposition en cours de partie. Puisque... Oui, non, mais il ne faut pas non plus mélanger la qualité de jeu en blitz et la qualité de jeu en partie classique. C'est-à-dire que le temps n'a rien à voir avec tout ça. De toute façon, quand on va rajouter un ordinateur à un joueur, il jouera la symbiose. Si la symbiose est bien faite, on aura une meilleure qualité de jeu, c'est évident. Maintenant, là, on peut toujours dire qu'en 1 heure avec l'ordinateur, on va moins bien jouer qu'en 2 heures sans ordinateur, mais c'est un débat qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Mais par contre, je voudrais revenir sur ce que Lionel a dit au niveau du marketing. C'est vrai que Kasparov, les ordinateurs ont été intégrés dans les tournois. Et ça, effectivement, ça amène de l'argent. C'est la fameuse polémique du championnat de Hollande, le championnat national donc des Pays-Bas, où simplement les organisateurs se sont fait acheter, entre guillemets, puisque c'est pas exactement ces termes-là qu'il faudrait le présenter, mais se sont fait acheter par une compagnie, c'est-à-dire le logiciel Fritz, la firme allemande de Chessbase, qui a simplement payé pour que son programme joue ce fameux championnat national. Donc là, il y a un autre débat, effectivement. Est-ce que l'argent venu de ces grosses sociétés informatiques est bienvenu, ou en tout cas, est-ce qu'il est bienvenu à cet endroit-là précisément, c'est-à-dire au championnat de Hollande ou au championnat national d'un pays? Donc là, il y a une autre question à creuser. D'ailleurs, c'est pas l'ordinateur qui a gagné. Alors, ce n'est pas l'ordinateur qui a gagné, effectivement, mais c'est un tournoi de partie longue. Là, le temps intervient, puisqu'on sait qu'en blitz, l'ordinateur est vraiment très fort. Alors que dans ce championnat, c'était du 2h40 coups et 1h KO, je crois, donc 6 heures de jeu. Et là, effectivement, la créativité humaine a encore le temps de s'exprimer. On n'est pas sur un jeu basé uniquement sur le calcul net des variantes. Et on peut, d'ailleurs, l'ordinateur a subi des défaites absolument époustouflantes, notamment dans sa partie contre Van Veli. Oui, très belle partie de Van Veli qui a écrasé la machine. Alors, on va peut-être parler quand même des participants à ce tournoi de Léon, donc où chacun joue avec un ordinateur. Donc, on a eu droit aujourd'hui à la première ronde de ce tournoi. Il y a 4 joueurs en tout. Il y a Chirov, le précédent vainqueur du Grand Prix du Sénat, donc qu'on retrouve et qui a fait un super tournoi à Sarajevo, puisqu'il termine 2e ex-aequo, donc juste derrière Kasparov. Chirov, en ce moment, c'est l'homme en forme. On le redira jamais assez. Il a gagné le Grand Prix du Sénat. Ensuite, il a quasiment gagné Sarajevo, puisqu'il termine 2e derrière Kasparov, mais en ayant dominé tout le tournoi. Et là, donc, il joue contre Iliescas, qui est un fort grand maître à 2650, secondant le Vladimir Kramnik, et il commence par lui coller 2-0, ce qui est quand même une belle performance. Ouais, 2-0, et Iliescas qui est champion d'Espagne d'ailleurs. Iliescas, champion d'Espagne 1999. Et dans la deuxième moitié de tableau, on retrouve Anand, donc toujours numéro 2 mondial, et Judith Polgar, voilà, qu'on retrouve ici. Judith Polgar qui a fait, on en parlera dans les news, qui a fait un excellent tournoi en Suède. Oui, alors ça c'est également une belle affiche, c'est-à-dire qu'il y a quatre très forts joueurs dans ce tournoi. Iliescas, c'est donc le côté espagnol, Anand et Chirov, c'est les meilleurs mondiaux, et Judith Polgar qui est la meilleure féminine. Bon, je pense que l'idée est de voir si l'ordinateur va être bien utilisé et qui va au mieux utiliser l'ordinateur. Puisque vraisemblablement, au final, on aura Chirov-Anand, bon, si la loi du Hello est respectée. Et là, on va voir lequel travaille le plus avec l'ordinateur, et on va voir aussi au niveau de la qualité des parties s'ils arrivent à bien l'utiliser. Parce que par exemple, on se rappelle de Karpov, qui avait joué contre Topalov, je crois. Oui, il n'avait pas réussi à l'utiliser du tout. Voilà, non, c'était pas Topalov, c'était un jeu contre un joueur très fort, contre Anand, je crois. Contre Anand, oui. Et là, effectivement, il s'en était pas sorti, il était en zénote, c'était absolument insupportable. Et donc Karpov avait pas du tout sujet à l'ordinateur, qui n'est effectivement pas de son époque. Oui, il n'est pas tellement... branché ordinateur. Je pense qu'il a quand même appris à s'en servir et ses résultats, à mon avis, le prouvent. Mais c'est vrai que c'est un point important, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de logiciels qui arrivent un petit peu sur le marché. Et ce sont des logiciels qui demandent une phase de formation qui peut prendre du temps. Et effectivement, pour pouvoir les utiliser à 100% de leur capacité, il faut du temps à consacrer à l'utilisation de ces logiciels. Et ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément le temps d'un petit peu de persévérer sur le fonctionnement de certains logiciels. Oui, là il y a autre chose à dire effectivement sur les échecs et l'informatique, c'est que maintenant la jeune génération joue clairement mieux, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite, ils sont dans le bain de l'informatique, ils ont un ordinateur au berceau pratiquement, c'est-à-dire que je ne sais pas à quel âge on commence, mais en tout cas à partir de 6 ans ou 7 ans, déjà ils peuvent commencer à tapoter sur le clavier, ça devient une seconde nature chez les nouveaux joueurs d'échecs. Donc par exemple on peut dire que Ponomariov, Bacro, tous les jeunes actuels, probablement Bou, Guangxi là, qui est encore plus jeune, ont tous bénéficié d'un ordinateur très jeune, et là on voit les performances de ces petits qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus remarquables, en tout cas pour des jeunes de cet âge-là. Donc ça a probablement fait augmenter la vitesse de progression des jeunes. D'accord, donc alors on peut peut-être aussi souligner
la forte progression actuelle des logiciels et de leur performance au niveau... Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de logiciel encore qui permette de de gagner à tous les coups. Ça n'existe pas encore. Non, je pense que des études mathématiques montrent que d'ici 25 ans, un ordinateur sera capable de calculer toutes les conséquences d'une partie d'échec. C'est-à-dire qu'il aura la capacité de calcul d'à peu près 30 cerveaux humains et sera donc capable de déterminer si E4 est un bon coup. Je l'espère en tout cas parce que j'ai toujours cru en ce coup et je l'ai joué pendant de nombreuses années. Mais il affichera effectivement E4 bon coup et gain en 87 coups. Comme ça existe aujourd'hui pour certains connaisseurs peut-être qui connaissent le logiciel. Pour les finales, vous avez un logiciel qui permet d'avoir une analyse exhaustive sur toutes les finales de moins de 5 pièces. Alors c'est effectivement très impressionnant. Vous mettez une position de moins de 5 pièces sur l'échiquier et automatiquement l'ordinateur vous dresse la liste de tous les coups possibles dans la position et puis vous dit, pareil, cavalier E4 va mener à un gain forcé en 80 coups, fou B5 va faire nul en 60 coups. Les finales de moins de 5 pièces sont bouclées déjà. Elles sont déjà bouclées, ça a été fait par un programmeur talentueux qui s'appelle Ken Thompson, qui est aussi programmeur pour les informaticiens du système d'exploitation Unix. Et effectivement, ça nous montre un petit peu ce qu'on aura peut-être la chance de connaître, enfin la chance ou la malchance, je ne sais pas, de connaître d'ici quelques années. En tout cas. Alors, oui, rappelons quand même que Lionel a été champion d'Europe cadet en semi-rapide et qu'il est donc maintenant développeur informatique. Donc j'ai une question que j'ai envie de lui poser. Est-ce qu'à ton avis, pour résoudre le jeu d'échecs, on va partir de la position de départ ou partir de la fin ? Alors, moi, j'ai le sentiment qu'avec la puissance de calcul des ordinateurs, tout simplement, l'ordinateur calculera toutes les possibilités à partir du départ, puisque ça semble plus simple à mettre en place, et donc sera capable de déterminer finalement quelle est la meilleure stratégie à partir du moment où il aura calculé tout simplement toutes les possibilités, comme c'est le cas avec d'autres jeux où on sait que des morpions très simples sont limités, puisque l'ordinateur a calculé déjà toutes les possibilités. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go. Là, l'ordinateur est extrêmement faible à ce jeu, alors une explication. Il y a moins de développement fait peut-être déjà. En fait, c'est simplement par rapport aux possibilités mathématiques, encore une fois, le Go a beaucoup plus de possibilités que les échecs. C'est ce qui fait qu'actuellement... Il y a moins d'efforts aussi faits dans le Go. Faut aussi, non. il y a moins de joueurs de Go que de joueurs d'échecs déjà. Donc, oui, mais l'intérêt est peut-être moindre aussi au départ. Mais le Go représente un intérêt au niveau de la programmation pour les concepts d'intelligence artificielle. Ça a toujours été une difficulté. Et c'est vrai que la problématique actuellement du Go, c'est que le nombre de possibilités mathématiques est bien supérieur aux échecs. C'est ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas du tout d'équivalent en Go au niveau des programmes et de leur force de jeu par rapport aux échecs. Mais effectivement, quand on sait qu'aux échecs, Deep Blue a quand même battu Kasparov, au Go, on en est très loin. Donc, ça c'est une parenthèse à mettre sur le Go. Par exemple, un autre jeu, puisqu'on va faire du multijeu ce soir, il y a le Reversi, plus connu sous le nom d'Othello, qui lui a été complètement résolu depuis le début. Donc, ce jeu ne présente plus un intérêt majeur, ne serait-ce que pour les pratiquants qui n'ont qu'à se référer à la partie idéale jouée par l'ordinateur. Donc là, il n'y a pas de... Mais en tout cas, aux échecs, on n'en est pas encore là. Donc 25 ans les prévisions. Donc on a encore 25 ans pour s'amuser. Après, il sera peut-être déjà trop tard. Donc amusez-vous avec les échecs, c'est le moment. C'est le moment. Moi, je crois qu'il ne sera jamais trop tard. On va parler aussi de tes réalisations, Lionel. Donc tu travailles sur le Palm Pilot. Et Absolument. Tu as fait un programme qui s'appelle Palm Chess. Alors le Palm Pilot, c'est un petit ordinateur de poche. Et donc j'ai réalisé un programme de base de données qui fonctionne sur cet ordinateur. C'est un programme pour un appareil, pour ceux qui connaissent, qui est assez impressionnant parce que c'est d'une épaisseur quasiment de la taille d'un petit portefeuille. Ça peut se glisser dans une poche de chemise. Et j'ai réalisé un programme sur lequel vous avez des milliers de parties, un petit chess base finalement sur un ordinateur de poche, qui fait qu'actuellement, aujourd'hui n'importe qui peut avoir sur soi des milliers de parties, des petites combinaisons qu'il a à résoudre. Il y a des sites où on peut télécharger, je crois, ce Palm Chess. Le logiciel est en téléchargement sur le site palmchess.com et actuellement je suis très, très content du succès qu'il a à travers un petit peu le monde puisqu'il y a 7000 personnes qui ont déjà utilisé mon logiciel. Voilà, on a fait ce petit tour sur les ordinateurs, je crois qu'on a un peu tout balayé. On va rappeler quand même rapidement les résultats de ce Advanced Chess qui a commencé. Chirov Escas 2-0. Et Anand Polgar se joue demain. Anand Polgar se joue demain, donc évidemment, compte rendu la semaine prochaine pour ce tournoi Advanced Chess. Advanced Chess. On va voir tout de suite maintenant la partie de la semaine, si on peut envoyer la rubrique.
Voilà, donc tout de suite, donc la partie de la semaine avec la partie entre Michael Adams et Morozevich au tournoi de Sarajevo, une très jolie partie de la dernière ronde. Oui, alors tournoi de Sarajevo, effectivement, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a eu tous les flashs spéciaux de Diagonale, donc si vous voulez un compte-rendu complet sur le tournoi, je vous invite à aller dans les différentes diagonales pour tout revoir. En tout cas, là, on va s'intéresser à cette partie Adams-Morozevich qui n'a pas été commentée durant les flashs, puisqu'il y avait 2 autres très belles parties qui ont été jouées simultanément. Mais celle-là vaut également son pesant d'or. Donc Adams contre Morozevich, le numéro 7 contre le numéro 5 mondial. Adams a les blancs et ouvre avec le coup 1-E4. Donc je pense qu'on va bientôt passer en incrustation en bas à droite de l'échiquier. Michael Adams, effectivement, joue toujours le coup E4. Voilà. Et Morozevich, lui, a sa défense fétiche qui est donc la défense française. Et il joue ici E6, E7, E6 qui caractérise la défense française. Alors Lionel, je crois que tu es un spécialiste de cette défense française puisque tu es un joueur réputé pour avoir le même répertoire depuis que tu joues, qui inclut donc la défense française. Absolument, disons que je suis quelqu'un qui a des habitudes et qui aime bien les garder, surtout lorsqu'elles me donnent des résultats, mais je sais par ailleurs que c'est mon principal défaut. Enfin, je n'en dirai pas plus sur mes défauts, on va continuer à regarder la partie. C'est un avantage et un défaut. Oui. Donc D4, D5, cavalier D2, donc là c'est la variante Tarrache. Si je dis pas Absolument. Si je dis pas d'erreur, donc c'est bien la variante Tarrache. Le pion E4 était attaqué, on le défend avec le cavalier. C'est un des moyens de défendre cette position. Fou E7, alors là c'est le dernier cri de la technologie puisque ça va contre les principes de l'ouverture qui sont quand même sortez vos cavaliers avant les fous. Donc ici Fou E7, alors je ne sais pas, peut-être que Lionel est au courant. Moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté de jouer à la défense française et ce Fou E7 me paraît toujours aussi surprenant qu'au premier jour. Alors à mon avis, c'est un petit coup d'attente où finalement les Noirs attendent de voir comment les Blancs vont un petit peu se développer, puisqu'ils finalement ils n'ont rien promis pour l'instant. Ils se réservent la possibilité de jouer C5 de façon agressive sur un E5 éventuel. Ils attendent un petit peu de voir comment les pièces blanches vont se développer dans cette position qui reste quand même relativement fragile par rapport à la mise en place des positions des pièces. Donc Fou 7 est un coup souple, on attend de voir ce que font les Blancs. Fou D3, donc les Blancs eux aussi jouent souple. C'est logique, à noter qu'on a l'impression que les Noirs peuvent prendre le pion E4 et ensuite prendre le pion D4. Oui, alors effectivement, ça amènerait à une pointe. On va regarder ça. Donc pion prend pion E4, qui est une possibilité. Le cavalier viendrait reprendre ici. Et maintenant, on peut se dire, effectivement, le pion D4 est en prise par la dame. Je vais le prendre. Donc dame prend D4. Mais ça serait tombé dans un piège grossier d'ouverture. C'est-à-dire que là, le fou viendrait sur la case B5. Échec au roi. Échec au roi. Il faut parer l'échec et la dame est perdue puisqu'elle est prise par la dame blanche. Voilà, les questions et les réponses. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc ici, on ne peut pas aller chercher ce pion D4. On joue donc le coup C7, C5, qui est un levier classique dans la française. Oui, mais alors on a l'impression sur ce coup C5 comme tu disais, le coup fou 7 était curieux, puisque ce fou contrôle la case C5. Là, on joue C5 maintenant. Si les blancs prennent en C5, ça est obligé de reprendre du fou. Et bien d'ailleurs, c'est la partie. Les blancs prennent en C5, effectivement, pour exploiter cette éventuelle perte de temps côté noir. C'est-à-dire que si le fou reprend, maintenant on se retrouve avec plus ou moins une position qui pourrait être théorique, mais il y aura un temps de moins. Donc tout simplement, ça serait une mauvaise opération pour les noirs. Et donc Morozevich continue dans son idée, joue cavalier en F6. C'est-à-dire qu'il ne veut pas reprendre ce pion tout de suite, ou en tout cas il veut d'abord essayer d'éclairer un peu la situation au centre. Donc là, bien entendu, l'idée, c'est de tout prendre en E4, échanger les dames, ensuite récupérer le pion C5, avec une position qui sera proche de l'égalité. Michael Adams joue dame E2. Donc là, on s'aperçoit tout de suite que le pion C5 est assez dur à aller chercher, puisque ça s'exposera en fin de variante à un échec en B5. Alors c'est vrai que c'est un peu une variante complexe à voir, mais pion prend E4, cavalier prend E4. Si on échange encore, le fou va reprendre. Et sur fou prend C5, il y aura cet échec, dame B5. Donc là, c'est une variante un peu fumeuse, mais en tout cas, de toute façon, aux ouvertures, il y a une règle très simple. Il ne faut pas trop se presser de chercher des variantes compliquées et tactiques. Il faut avant tout bien placer ses forces. Et donc, ça s'appelle le développement des pièces, tout simplement. Maintenant, les noirs n'ont pas récupéré leur pion C5. Les noirs ont un pion de moins, mais ils ont sorti 3 pièces mineures, ce qui est pas mal, dans la mesure où on peut considérer que le cavalier en D2 des blancs n'est pas sorti, puisqu'il empêche le fou C1 de se développer. Donc là, au niveau du temps, les noirs sont en avance. Par contre, au niveau du matériel, c'est les blancs qui ont un pion de plus. Toujours cette dualité tactique, statique et dynamique. Voilà, cavalier GF3, cavalier B4. Donc là, les noirs commencent à jouer pour le jeu statique, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre la paire de fous. Ouais, ils veulent prendre le fou D3 et se retrouver avec les deux fous. Voilà, se retrouver avec deux fous contre fou et cavalier.
Et ça, c'est un avantage certain, puisque ça nous permet d'avoir justement contrôle sur toutes les cases de loin, puisque le fou travaille de loin, mais uniquement sur une couleur, le cavalier travaille de près et sur toutes les couleurs. Donc 2 fous, c'est très fort, effectivement, c'est la paire de fous. Cavalier B3, Michael Adams lui dit d'accord, prends mon fou, mais par contre, moi, je vais garder mon pion. Alors, on peut peut-être insister sur un point qui est très important pour les joueurs qui s'initient un petit peu aux échecs, c'est qu'en principe, il ne faut pas bouger 2 fois la même pièce en cours de jeu. Mais là, les noirs viennent de le faire avec cavalier B4 et les blancs le font avec cavalier B3. Alors juste au coup précédent, on peut aussi s'interroger effectivement sur le déplacement du cavalier, mais en règle générale, il faut éviter de développer le cavalier plusieurs fois de suite, spécialement lorsqu'on a un pion de moins. Et effectivement, comme Éloi le soulignait, l'idée des noirs est d'obtenir des avantages statiques, c'est-à-dire de prendre des avantages au niveau de la paire de fous, comme tu le soulignais, et d'ensuite miser sur la récupération du pion C5 avec avantage. Voilà, tout à fait. Donc le pion C5 va être probablement un peu difficile à défendre avec les blancs, puisqu'il est déjà très avancé. Alors c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, très logiquement, les noirs prennent la paire de fous, cavalier prend D3, on reprend du pion, ce qui nous permettra de jouer donc D3, D4, qui blindera ce pion en C5, puisque ça sera défendu en diagonale. Le coup A7, A5. Et là, Michael Adams innove, puisque dans sa dernière partie contre Morozevich, ils avaient eu exactement cette position-là. Et Michael Adams s'était prémuni contre ce coup A5 en jouant A2, A4. Donc coup logique, c'est-à-dire c'est la réaction logique qu'on a toujours envie de jouer aux échecs. Quand il y a un coup qui est joué comme H5 ou A5, on a envie de jouer A4 ou H4. Effectivement, c'est la réaction normale. Mais là, il joue un coup un peu nouveau, le coup fou G5. Donc c'est la deuxième fois que ça a été joué, ça a déjà été joué une fois par Topalov, il me semble. Fou G5, qui permet aux noirs de jouer le coup A4, qu'ils font ici pour chasser le cavalier, en même temps gagner de l'espace. Le cavalier de Michael Adams revient sur la case D2. Mais maintenant le fou est sorti. Et non pas sur la tête. Voilà, c'est exactement, ça a tout changé. Il a sorti son fou, il revient avec son cavalier, et il ne revient pas sur la case D4, puisqu'il veut garder cette option de mettre le pion D3 en D4, toujours pour soutenir, pour former une chaîne de pions qui se tiennent. Et là, par exemple, les noirs pourraient difficilement prendre C5, probablement à cause du coup E4, E5, puisque le cavalier F6 serait cloué. Le cavalier F6 serait donc perdu, tout simplement, puisqu'il serait cloué. Il y aurait peut-être H6 comme solution pour sauver éventuellement le cavalier, mais après pion prend cavalier, pion prend G5, le pion G7 resterait en prise. Oui, alors ça c'est effectivement, là on arrive dans les variantes plus compliquées. Il y a aussi fou H4, G5, cavalier prend G5, comme dans le Gambit Botvinnik. Mais effectivement, là, c'est variante pour experts, donc on ne va pas les détailler ici, puisque ce n'est pas le but de cette émission. Non. Donc, ici, on ne joue pas, on va se contenter de dire ça, on ne reprend pas le pion C5, puisqu'après, le coup E4, E5, il y aurait donc un clouage, puisque le fou ne serait plus sur la case E7. On peut aussi globalement indiquer que toutes les pièces blanches sont développées, alors que les pièces noires, pour l'instant, sont loin d'être sorties, notamment avec le fameux problème de la défense française qui est le fou C8, qui reste encore emmuré à travers ses propres pions. Et on peut, avec un petit peu d'intuition, quand même évaluer que finalement, après E5, l'ouverture des lignes risquait de profiter plus aux blancs qu'aux noirs dans la mesure où leurs pièces sont déjà en action. Oui, effectivement. H6. Et là, on donne le deuxième fou, fou pour F6. Alors ça, c'est très bien joué, puisqu'avec cet échange, donc, Morozevich reprend du fou. Et maintenant, il y a un enchaînement de Michael Adams, c'est qu'il joue le coup E4-5, et il va fermer la position. C'est-à-dire que là, il y a une règle générale à connaître. Contre la paire de fous, il vaut mieux fermer la position. Oui, enfin, voire même contre un fou, de toute façon. Contre un fou en général. Et donc, s'il y en a deux, effectivement, on ferme encore plus la position. Et c'est là ce qui va être fait. Fou E7. Donc, on ne joue pas le coup D3, D4, trop vite, puisque sur D3, D4, donc on va le mentionner, puisque c'est très important. Ici, le pion C5 est attaqué par le fou E7. Et on pourrait le défendre avec notre pion. Là, effectivement, on est tenté de se dire ça. Oui. Mais là, il y aurait B7, B6. Et tout de suite, des problèmes commencent à surgir sur cette diagonale. Le fou menace de se développer, on menace de prendre le pion C5, donc ça devient difficile. Et là, ça devient assez compliqué. Donc ici, il ne faut pas se presser de jouer le coup donc D3, D4. Michael Adams, lui, tranquille, très flegmatique, fidèle à son style, joue tour C1, défend le pion. Et donc garde en même temps le contrôle des cases blanches. Donc là, Michael Adams garde les cases blanches et les cases noires. Donc il garde tout, en fait, tout simplement. Morozevich essaie de le pousser à la faute. Joue tour à 5. C'est-à-dire, vas-y, joue D3, D4. Vas-y, je t'attends. Et Michael Adams, non, joue dame en E3. Et en plus, il enlève la dame de cette possibilité pour les noirs de jouer fou A6 en cas de B6. Oui. Donc là, il met la dame en E3. Défend le pion C5. Donc là, le pion C5 est défendu 2 fois, il est attaqué 2 fois. Donc c'est bon, il tient. Ça, c'est une première remarque. Alors ici, Morozevich arrête d'attaquer ce pion, il joue petit roc, il aurait pu jouer dame C7, qu'on va regarder maintenant.
Dame C7, c'est une autre possibilité. Là, ça attaque encore le pion. Et si on arrive à provoquer, à jouer donc ce coup D3, D4, il y Ouais, mais aura ça encore n'empêche B6. pas. Ah oui, sinon, mais d'accord, ok. Puisque la tour Donc, C1 C7. sera clouée. Oui. Donc Dame C7. Et ici, tout simplement, petit roc, on n'a pas besoin de défendre le pion. C'est ça qui est bien. Alors, Ah bah, si fou prend pion, déjà très simplement, on joue D3, D4, Et- gagnant le fou qui sera cloué. il y en a un fou qui sera cloué. La question, c'est tour prend pion, Voilà. évidemment. Et ici, il y a tour prend tour. Et fou prend tour, enfin non, c'est pas clair, quoi. Alors si, ici c'est très clair, ça gagne de manière forcée. Ah bon? Deux possibilités, soit dame prend, soit fou prend. Ouais. On va regarder fou prend, qui est la plus compliquée, puisque dame prend c'était très simple. On joue tour C1, donc attaque le fou. Si on défend le fou avec le pion B, là il y a D3, D4, qui gagne le fou. Et si on prend la dame, Donc fou prend dame, tour prend fou, tour prend fou, il y a deux menaces, tour prend C8, et puis on prend fou E3, qui gagne. Tour prend C8 gagne la tour H8. Donc ça oblige les noirs donc, à. ici roi D8, Ouais, contre-attaque sur la tour. Et là, on Et peut là, prendre- on peut deux prendre- possibilités de gagner. Tour prend C8 qui va prendre deux fous pour une tour, ou tour prend pion F7 avec une finale gagnante. Donc deux possibilités pour gagner. Juste une petite remarque très très rapidement dans cette position-là. On peut aussi jouer dame prend C5, mais ça ne change pas grand-chose à l'affaire, puisqu'il y a toujours ce fou C8 qui est en prise derrière en fin de variante. Ici, il y aurait dame prend dame, fou prend dame, et une fois de maintenant, plus, tour C1. tour C1. Et on voit que les fous sont gênés, puisque le premier Voilà. est attaqué et le second aussi. Donc là, on va ramasser un fou. Donc ici, très très simple. Il a déjà gagné la bataille, Michael Adams. Puisqu'on ne peut plus attaquer ce pion C5, donc on ne peut pas jouer dame C7, ça ne sert à rien. Donc on joue petit roc. Michael Adams rock aussi, et maintenant ça y est, c'est tranquille. Puisqu'une fois qu'il a rocké, il peut jouer D3, D4 et donc conserver son pion de plus. Donc ici déjà, Michael Adams a pris en fait la plus grosse. Il a pris l'ascendant. il a pris un gros avantage déjà. Il a pris une grosse avantage. On peut dire ça. Mm. Fou D7, là le fameux fou de la française que Lionel connaît très bien, que tous les joueurs de française connaissent, c'est le fou qui ne ressort jamais, mais quand il ressort, il est extrêmement fort. Alors en principe, lorsqu'il ressort, c'est soit que la position est bonne pour les noirs, soit qu'on a un pion de moins, c'est effectivement le cas ici. Et donc c'est qu'il n'y a vraiment plus le choix. Lorsque vous jouez fou D7, c'est dans ce type de position que déjà ça reste difficile. Donc là, il y a un pion de moins, effectivement. Michael Adams masse ses pièces sur le pion C5, il joue tour C2, donc l'idée de ce coup est évidemment De doubler les tours. d'amener l'autre tour pour avoir deux tours sur la colonne C. Alors pourquoi cette colonne C est-elle importante? Eh bien évidemment parce qu'elle est amenée à s'ouvrir, puisque les noirs ne peuvent pas tolérer ce pion en C5, vont donc forcément jouer B7, B6. Et là, il y aura échange de pions, donc la colonne C sera la seule colonne ouverte, donc très importante. Donc ici, évidemment, un petit coup de prophylaxie, une manœuvre prophylactique de Michael Adams, mais ça ne nous surprend pas, puisque c'est quand même un joueur très fort, qui connaît donc la prophylaxie. Dame A8, tour F-C1, très logique, tour C8. Donc dame à 8, c'était pour amener la tour. Oui, ça c'est une. Oui, effectivement. Alors ça, je suis passé rapidement sur ce détail, mais il a libéré de la place pour la tour. Et c'était exactement ça. Et maintenant, Michael Adams va montrer un plan très puissant, puisqu'il va se servir du pion C5, son pion de plus, pour faire une diversion. Alors, j'en profite au passage pour vous signaler que si vous allez sur le chat, il y a Jean-Luc Chabanon qui vous attend en direct. Vous pouvez donc lui poser vos questions. Et si vous avez des questions techniques, effectivement, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, vous pouvez toujours lui demander. Il est là en direct et il attend vos propos et remarques. Donc, oui, alors, je reviens sur cette explication sur la partie. qui est critique. C'est-à-dire que Michael Adams va faire toute une diversion. Il va dire, voilà, le pion C5, je vais à long terme le rendre, mais en revanche, ça t'aura pris tellement de temps que tu auras complètement négligé la protection de ton roi. Donc là, en fait, je simule Adams parlant à Morozevich. Tu auras complètement négligé la protection de ton roi, et je vais donc t'asséner un coup mortel de ce côté-là, du côté droit de l'échiquier. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ça commence par 19, cavalier F1. Pour l'instant, le pion n'est pas en prise. Morozevich l'attaque avec dame A7. Donc attaque le pion, et là, le fameux coup D3, D4. Oui, là c'était un peu tard, c'est un peu tôt, disons, pour donner le pion. On joue d'abord D3, D4. Donc on a réussi à consolider le pion de plus. On a consolidé le pion de plus. Alors sur B7, B6, pour l'instant, ce n'est pas possible, puisqu'il y aurait simplement pion prend pion, qui attaquerait la dame. Donc maintenant, les noirs vont tout mettre en œuvre pour jouer ce coup B7, B6. Dame A6, cavalier G3, on continue à aller à l'attaque. B6, les noirs ne peuvent plus tenir dans cette position, ils sont complètement dominés, il faut ouvrir le jeu. Donc sur pion prend B6, il commencera à y avoir du contre-jeu. Après tour prend tour et dame prend B6, il y a des colonnes ouvertes, les fous qui pourraient commencer à ressortir. Michael Adams préfère continuer la diversion.
il joue C6. Attaquant le fou D7. Attaquant le fou E8. Donc là, Michael Adams sait pertinemment que son pion C6 ne pourra pas tenir, il est trop coupé du reste de ses pièces qui sont toutes là, mais c'est pas grave, puisque justement, comme ces pièces sont toutes du côté droit de l'échiquier, il va donner le pion, il va essayer de tenir ce pion le plus longtemps possible pour passer de l'autre côté et donc gagner la partie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cavalier H5, il commence à y aller. Morozevich joue dame en B5. Attaquant le pion C6. Donc là, ça y est, Morozevich va récupérer son pion. Et là, donc, posez-vous la question, comment attaquer de la façon la plus efficace pour les blancs, c'est-à-dire sachant que le pion C6 va tomber et que si on laisse trop de coups aux noirs, eh ben, finalement les noirs vont réussir leur opération et obtenir du contre-jeu côté gauche. Donc il faut être très efficace ici. Alors il y a effectivement dans ce type de position des petites questions clés qu'on peut se poser et qui peuvent amener justement à trouver le coup. Alors une des questions les plus simples, c'est quelle est finalement la pièce la plus mal placée dans ma position. Ici on s'aperçoit que les tours blanches vont être difficiles à améliorer, que la dame blanche est idéalement placée, le cavalier en H5 est magique, il ne reste plus qu'un seul détail, Éloi. Alors il reste il y a le cavalier F3 qui n'est pas spécialement bien placé, et donc il va falloir l'améliorer, effectivement. Et là, comment faire pour l'améliorer? On voit effectivement le cavalier F3, là il peut pas aller, là non plus, et là non plus. Alors tout ça parce que justement le fou contrôle. Il faut donc mettre en place un process qui va améliorer la position du cavalier F3. Un process. Et alors là, le process justement, c'est ce coup G2, G4. Alors là, c'est la guerre est déclarée, la guerre est ouverte, puisque ce coup G4 n'est pas naturel, on ne le joue jamais, sauf quand c'est pour lancer une attaque. C'est pas un coup défensif, il faut pas du tout l'interpréter autrement. On veut pas faire une case de fuite pour le roi, là on veut vraiment prendre ce pion et l'envoyer comme un bélier vers le roi noir. Donc là le but c'est de jouer G4, G5 pour casser un peu le rempart du roi noir adverse. Et surtout, comme l'a dit Lionel, mettre ce cavalier là en jeu, puisqu'après G5, la prise va être forcée, on va reprendre du cavalier, et on aura donc deux cavaliers, imaginez-les bien, vous les redécouvrirez bientôt, en G5 et H5, qui sont vraiment extrêmement forts, et donc qui explosent complètement la position du roi noir. Défense de Michael Adams. De Morozevich. De Morozevich, tout à fait. C'est Morozevich qui a les noirs. Il joue tour à 7. Alors, à mentionner quand même dans cette position qu'il aurait pu reprendre le pion C6 maintenant. Oui, par exemple tour prend C6. Tour prend C6, c'est une possibilité. On va la regarder rapidement. Tour prend C6 amène à une position peu claire, il faut bien le dire. Tour prend C6. Est-ce qu'on est obligé de reprendre Fou prend C6. De toute façon, ici, tout est logique. Et maintenant, de toute façon, maintenant G4, G5. C'est l'heure pour G4, G5, avec une position d'attaque qui promet des perspectives intéressantes pour les blancs, puisque là, la prise va être quasiment forcée, on va reprendre du cavalier, on aura nos deux cavaliers extrêmement agressifs, et ensuite on va pouvoir masser les pièces, comme l'a fait Michael Adams. Mais là, le problème dans la position de Morozevich, c'est justement qu'il reste avec sa tour à 5, très mal placé dans cette position. Et ça, il ne veut pas. Donc c'est pour ça que sur G4, il se dit, je ne vais pas reprendre tout de suite le pion, puisque ça amènerait une disposition des pièces faibles. Je vais d'abord ramener la tour. Donc il joue tour à 7. Mais là, Michael Adams continue son plan. Ben là, il n'y a pas de bluff. Là, c'est l'heure. Surtout qu'il est dans une position où maintenant il n'a plus le choix. Déjà même avant G4, la situation faisait qu'il était quasiment obligé de jouer ce coup-là, puisque sur tout autre coup, les noirs auraient repris, comme tu indiquais, Éloi, simplement le pion C6, avec une position totalement convenable et une paire de fous qui pourrait s'exprimer un jour, et un pion D4 faible. Oui, c'est-à-dire c'est une position supérieure pour les noirs d'un point de vue statique. Donc on connaît très bien ça avec Lionel, puisqu'on a suivi les mêmes stages d'entraînement avec Joseph Dorfman qui nous expliquait sa théorie, le jeu statique, le jeu dynamique. Donc là, effectivement, Michael Adams est en difficulté, puisque s'il laisse son adversaire jouer 5 coups de suite, il va reprendre le pion et obtenir un petit avantage. Il ne faut donc pas lui laisser le temps de souffler, il faut y aller directement. Donc G4, c'est un coup indispensable. G5 aussi, en fait, aucun des joueurs n'a le choix dans cette position. C'est ça qui est bien, c'est que tout est forcé, enfin au niveau du concept en tout cas. Pion prend G5, c'était forcé. Cavalier prend pion. Alors là, ça y est, ils sont là, ils sont tout beaux. Donc là, ça donne des idées de sacrifice, tout ça. Est-ce que là, on pourrait pas jouer un coup comme F7, F6, qui a l'air d'attaquer à la fois le cavalier G5 et le cavalier H5? Alors, F7, F6, voyons-le. S'il s'agit de cette possibilité-là. Puis on prend F6, ça a l'air convaincant, avec l'idée de capturer le pion E6 avec la dame. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc pion prend E6 et la dame E3 menace dame prend E6.
Et on récupère au moins le fou E7 avec un gros avantage. Non, on ne récupère pas le fou E7, par contre on récupère la tour C8. On récupère la tour C8. Ça c'est sûr, avec échec probablement. Donc de toute façon ici, catastrophe absolue dans la position noire, la dame viendrait... Donc c'est pas du tout, c'est un coup qui vient à l'esprit mais qui n'est pas du tout bon. Voilà, disons que c'est les possibilités tactiques évidemment. Les joueurs comme Morozevich ou Adams le voient, mais très vite. C'est-à-dire ils voient ça en une demi-seconde, ils ont très vite éliminé le coup F6 et ils passent à autre chose. Donc Morozevich continue donc sur son plan, tour A en C7. Ça continue. Alors là maintenant, comment faire pour améliorer l'attaque? Alors la question qu'on peut se poser. Peut-être revenir à la question justement de tout à l'heure. Quelle est finalement la pièce qui ne joue pas? Disons, là il faut la reformuler, c'est quelle pièce ne participe pas à l'attaque? Oui. Comment améliorer la position des pièces? Voilà la bonne question. Et si on pouvait faire un petit tour de magie, on placerait, je pense, les tours sur la colonne G. Voilà, on prendrait nos 2 tours et on les mettrait directement sur la colonne G. Donc ça c'est l'idée, effectivement. Donc là, c'est un autre principe qu'on connaît bien avec Lionel, puisque nous avons tous les deux travaillé avec Anatoly Weiser, qui nous a donc expliqué ce grand principe aux échecs. Quand vous ne savez plus quoi faire, ou quand vous trouvez que la position commence à piétiner, il faut chercher la pièce qui ne joue pas et la replacer. Donc Michael Adams l'a déjà fait avec son cavalier F3. Vous voyez, c'est très simple. Et maintenant, il va le refaire avec les tours. Alors j'en profite juste pour indiquer une petite anecdote qui est relatée dans le très bon livre Confidence sur l'échiquier de Kotov, où Kotov décrit une anecdote assez amusante, où Capablanca surprend plusieurs grands maîtres à analyser une finale qui peut leur poser manifestement difficulté. Ça faisait à peu près plusieurs heures qu'ils étaient sur la position, qu'ils n'arrivaient pas à trouver le plan gagnant. Et les grands maîtres demandent à Capablanca, qui est un spécialiste reconnu bien évidemment de la fin de partie, son avis. Et alors, ce qu'a fait Capablanca à ce moment-là, c'est assez impressionnant. Il s'est arrêté de bouger les pièces pendant quelques secondes. Il a pris 2-3 pièces, il les a placées sur des cases totalement différentes et il leur a dit voilà la position à atteindre. Et dans cette position, il aurait fait exactement la même chose en prenant la tour C2 ou la tour G1 en la mettant sur la colonne G. Donc, il faut savoir des fois se poser des questions simples pour pouvoir savoir dans quelle finalement position placer ses pièces. Oui, alors ça, c'est le principe pour trouver un plan de jeu aux échecs, se dire où je voudrais que mes pièces soient, puisque les plans de jeu avec les pions, ici il n'y en a plus, puisque c'est une position fermée, il faut donc faire plus que des plans de pièces. Vous voyez, les pions ne peuvent plus trop bouger, donc pour les plans de pièces c'est très simple, c'est vraiment la question à se poser, c'est où je veux mettre mes pièces. Donc là, c'est la colonne G effectivement qui est la clé de cette position. Alors pour l'instant il ne peut pas aller sur la colonne G parce qu'il y a le roi qui gêne la case G1. D'où le dégagement. D'où le dégagement roi H1 qui permet de jouer le coup de tour G1 au prochain coup. Alors, pas tout de suite, puisqu'il y a d'abord tour prend C6. Morozevich, lui, il est à l'heure. Enfin, il est à l'heure. En fait, il est en retard. Il joue tour prend C6. On ne peut pas jouer tour G1 maintenant, puisque la tour C2 serait en prise. On échange donc une paire de tours. Tour prend C6, et maintenant tour G1. Et là, on voit qu'il y a des menaces potentielles sur le pion G7. Alors là, il y a une nouvelle chose qu'on a. Donc, on l'avait déjà mentionné dans Diagonale, mais c'était en 98, donc c'était il y a longtemps. 99 peut-être. Ouais, non, 98. Oui. Ouais. Si mes souvenirs sont exacts, c'était dans une des premières, c'est le coefficient d'attaque. Ah oui, le coefficient d'attaque. Très important, le coefficient d'attaque. On voit le nombre de pièces à l'attaque et le nombre de pièces en défense. Et si, donc alors, en comptant le roi, un défenseur qui vaut 3, si en attaque on a 3 fois plus de pièces qu'en défense, c'est-à-dire qu'on a un coefficient d'attaque supérieur à 3, c'est qu'il y a un mat forcément. Alors ici, on va comptabiliser les pièces d'attaque pour les blancs. Il y a la dame qui vaut 10, un cavalier 3, un autre 3 et une tour 5. Mais la dame, elle n'est pas tellement dans l'action là, pour l'instant. La dame est quand même très proche de l'action. Elle est proche de l'action. Elle est très proche de l'action. Donc quand on l'a à 9, 9 plus 2 cavaliers à 6, ça fait donc 15, plus une tour à 5, ça fait 20. En défense, il y a un roi et un fou. Je compte pas vraiment le fou au 8, on peut le compter comme 1, mais c'est pas une pièce de défense dans cette position. Donc ça fait 6 et 1, 7, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à 3 fois plus. Ouais. Donc le mat se profile, d'autant plus qu'on a le trait. Non, les noirs ont le trait, mais ne peuvent pas en faire grand-chose. Mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas que les noirs jouent un coup comme G7, G6 pour essayer de consolider leur roi, justement leur roi faible? Alors G7, G6, malheureusement, ça perdrait le contrôle de toutes les cases noires autour du roi. Donc on peut regarder ce coup, G7, G6, qui est une proposition. Alors cavalier F6 peut être la première possibilité auquel on peut être amené à penser, avec l'idée de ramener la dame éventuellement sur H3, et mais éventuellement venir sur case noire, comme tu indiquais, hein, avec la case G7 qui pose quelques petites difficultés, parce que finalement, après cavalier F6 échec, les noirs n'ont pas d'autre possibilité que de prendre ce cavalier, puisque sur un coup comme roi F8, on peut imaginer cavalier H7 échec avec le fou 8 en prise, et si les noirs reprennent le cavalier en F6, puis on prend F6, récupère toutes les cases noires avec des menaces terribles. Donc beaucoup de variantes, mais en fait il y a beaucoup plus fort.
Il y a beaucoup plus fort. Il y a le coup positionnel dans cette position, qui est donc cavalier G5 en E4. Alors, que je présume vous n'aviez pas vu, puisque c'est un coup d'ordinateur. Donc là, on peut relancer un peu le débat sur les advanced chess. Mais ça, c'est le coup proposé à tempo par l'ordinateur, quand j'ai regardé ça tout à l'heure. Donc cavalier vient en E4. Alors, ça a l'air positionnel, effectivement, puisqu'on va venir sur cette case F6 avec un cavalier. C'est donc Et là, très très l'idée, fort. c'est que les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier à cause de dame H6 qui menace mat en G7 imparable. Et qui menace mat en G7 totalement imparable. Donc on ne peut pas prendre ce cavalier au 4. Le cavalier H5, lui, est bien défendu. Donc à venir, un cavalier sur la case clé, suivi de la dame. C'est surtout dame H6 qui est menaçant. Oui, il y a dame H6 également. Oui, plutôt dame H6. C'est dame H6 qui est menaçant. Donc dame H6, ici, est tout simplement imparable par des moyens normaux. Donc, Enfin, fou F8. Oui, mais alors fou F8, ça s'expose à un mat probablement extrêmement rapide, à base de cavalier H en F6 suivi de dame H3. Je pense pas qu'on puisse espérer tenir cette position-là. En tout cas, il y a trop de pièces blanches, c'est le fameux coefficient d'attaque, c'est mat de manière forcée. Donc, regardons peut-être une autre possibilité de défense dans cette position-là. Après avoir compté, on s'est dit, donc là, par principe, que c'était mat forcé. C'est confirmé informatiquement parlant. Ouais. Donc, l'ordinateur joue toujours un très bon rôle en tant que vérificateur d'orthographe, comme Nicolas Giffard. C'est confirmé. Ici, il n'y a plus de défense, il y a trop de pièces à l'attaque. Donc, une fois de plus, les principes sont confirmés par l'analyse numérique. Alors, voyons qu'est-ce qui s'est passé, qu'a joué Morozevich. Alors, Morozevich préfère mourir le ventre plein, Ouais, donc ramasse le pion B2. Et là, c'est l'heure de cavalier prend G7. De toute façon, tout marchait. Bon, enfin, je rigole un peu, mais il y avait tellement de pièces blanches qui étaient sur la place. donc qu'il y avait probablement quelque chose qui allait marcher. sacrifice en G7. Mais alors, si le roi prend le cavalier. Alors, ce roi prend G7, il y a mat très très vite. Hein. Alors, voyons la variante. Il y a Alors, mat en ce roi 3. prend le cavalier. Donc, ça, c'est un superbe coup, ça, le cavalier prend G7. C'est un coup, disons, c'est attendu. C'est attendu. Non, on va pas non plus enflammer l'échiquier. C'est un coup attendu. Toutes les pièces blanches sont là. Bon, si on voit bien la position, si on regarde la position, dans cette position-là, dame prend B2, qu'est-ce qu'on peut faire à part cavalier prend G7 ? Oui, on a l'impression que. Eh oui, on n'a pas le choix tout simplement. Donc c'est un superbe coup, mais il est forcé. Il est forcé parce que sinon justement les noirs vont commencer à revenir avec leurs pièces. Ils ont tour C3 qui arrive, dame C2 qui arrive, peut-être pour faire des échecs sur les cases blanches. En tout cas, ça commence à bouger côté noir. Morozevich, il n'est pas non plus complètement à la rue dans cette position. Oui. Donc c'est l'heure de cavalier prend G7, il faut le faire, c'est précis, c'est le bon moment, et c'est très fort. Cavalier prend G7. Alors, donc voyons effectivement cette variante, roi prend G7. Voyons, roi prend G7. Cavalier prend E6, double check. Donc double échec, échec du cavalier et échec de la tour. Échec du cavalier, ici, et de la tour, comme ça. Donc le roi doit bouger. Quand c'est double échec, on ne peut rien interposer puisqu'on est échec de deux endroits différents. Donc il n'y a pas d'autre solution que de bouger le roi. On va par exemple sur la case H7. Il a dame Et là, H3. Dame H3, échec. Donc là, le fameux mat, je ne sais pas s'il a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Il est tellement connu ce mat. Ouais. Enfin, ce n'est pas mat puisqu'il y a le encore mat des colonnes. une interposition. Voilà, c'est tout sur colonne. Dame prend fou, échec et mat. Et voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Roi prend G7 se heurte à un mat forcé très vite. Oui. Donc Morozevich ici ne trouve pas de solution. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il joue donc dame C3. Et Michael Adams là, très tranquille, très serein, À l'anglaise. à l'anglaise. Cavalier prend fou. Et voilà, et une pièce de plus. Une pièce de plus, net. Donc il y a des possibilités de jouer dame prend E3, espérer le pion passé. Mais de toute façon, c'est archi perdant. Une pièce de plus à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc c'est une partie vraiment linéaire dans Michael Adams, superbe. alors résumons la partie. Michael Adams surprend Morozevich par une nouveauté, comparé à leur dernière partie. Ouais. Il arrive à conserver son pion, c'est fou G5 la nouveauté. Oui. G5, oui. Il arrive à conserver son pion suffisamment longtemps, c'est-à-dire qu'il fait une diversion avec ce pion, le temps que Morozevich se regroupe pour aller ramasser le pion qui lui est dû, puisque c'est un pion qui va être perdu. Le temps qu'il se regroupe pour aller prendre ce pion, Michael Adams a déjà transféré toutes ces pièces qui étaient à la défense du pion de l'autre côté à l'attaque du roi de Morozevich. Et là, ça se conclut par une pointe finale, donc cavalier prend G7, quand il y avait toutes les pièces à l'attaque. Cavalier prend G7 qui a donc gagné une pièce, et dans la position finale, très logiquement, Morozevich abandonne. C'est une très très belle partie. Hein, Lionel Je pense que c'est une partie très instructive et qui est très caractéristique un petit peu du style aussi de Michael Adams, avec plein de petits pièges posés régulièrement, notamment le pion C5 qui est jamais finalement prenable dans le début de partie. Et c'est vrai qu'Adams, en tout cas c'est comme ça que je le ressens,
pose énormément de petits pièges comme ça, de petits pièges tactiques dans ces parties quand on regarde. On a l'impression que la position est stable, que les noirs vont pouvoir récupérer le pion C5, mais non, Adams a toujours des tas de petites astuces. Faut dire que c'est un joueur qui est très concentré par rapport aux autres joueurs. Lorsqu'on observe Adams, on s'aperçoit qu'il reste assis pendant toute sa partie. C'est très très impressionnant. Là où ses adversaires se promènent sur le temps de réflexion de leurs adversaires, justement Adams lui reste concentré toute la partie. C'est un signe que c'est un grand champion. Adams est effectivement extrêmement concentré, il dort beaucoup, puisqu'il m'a avoué dormir plus de 10 heures par nuit, entre 10 et 12 heures, ce qui est quand même beaucoup. Il n'a pas la réputation d'un gros bosseur, hein. C'est pas un homme qui travaille les échecs, mais en tout cas il a un très bon feeling, il comprend bien les positions, effectivement il joue ses systèmes qu'il connaît très bien, et là il a su en profiter. Donc Michael Adams, de toute façon à Sarajevo, a fait 8 points sur 11, ce qui est une performance à plus de 2800 points Elo probablement, donc exceptionnel Michael Adams, de toute façon très en forme en ce moment. Et qui a gagné le Grand Prix de Bordeaux. Qui, rappelons-le, a gagné le Grand Prix de Bordeaux, effectivement. Donc on va passer à notre deuxième rubrique avec l'actualité de la semaine. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est bon, on est revenu. Donc actualité de la semaine avec Lausanne, le Lausanne Young Masters, donc avec la présence de Laurent Fressinet et donc de Alexander Grichouk, Vladimir Malakov, Alexander Galkin, Ruslan Polomaryov, Bouk Zhuangzui, je vais y arriver, Florian Génie et Denis de Vreugd, le Hollandais. Donc en fait, tous ces joueurs ont une caractéristique. C'est qu'ils sont très très jeunes et très très forts. Voilà. Donc en principe, à Lausanne, apparemment, est en train de se jouer la relève pour le grand Gary, ou peut-être son successeur est déjà plus vieux, mais en tout cas on ne sait pas, puisqu'on ne voit pas qui dans la génération actuelle peut battre Kasparov. Par contre, là, ils ont l'air très très prometteurs. Oui, Peter Leko, Morozevich peut-être avec un peu plus d'expérience. On en voit beaucoup, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas malheureusement. On pense quand même que ça sera la génération suivante qui viendra à bout de ce rouleau compresseur des années 80. Donc Garry Kasparov, il a fourni tellement d'énergie pour battre Karpov qu'il a pris une avance énorme. Mais alors quand je dis énorme, c'est au-delà du concevable. Il est vraiment largement au-dessus. Donc on présuppose que ce tournoi est annonciateur en tout cas de la future génération. Et il y a un joueur très très fort, donc en tête, Ponomaryov, qui je pense a dû se qualifier, a passé le premier tour et a probablement gagné le deuxième. Il a passé le premier tour, oui. Il a probablement gagné le deuxième aussi. Alors à noter la présence de notre star française. Au deuxième tour, il menait d'un point, hein, donc contre Galkin. Oui, il menait d'un point, il était déjà bien au moment où on a regardé dans la deuxième partie avec les Noirs. Donc pas de problème pour Ponomaryov qui apparemment va se qualifier. Galkin, rappelons-le, est champion du monde junior, donc c'est un bon joueur aussi. Mais il y a surtout Laurent Fressinet. Laurent Fressinet, ouais, donc notre star hexagonale, vice-champion du monde junior, mais malheureusement qui a chuté au premier tour, contre Alexander Grichouk. Il a lourdement chuté. Il a lourdement chuté, effectivement. La première partie, il avait les Noirs et s'est fait enfumer dans une Najdorf. Quand je dis enfumer, c'est-à-dire qu'il a mal géré l'ouverture et qu'ensuite il y a eu un pion passé en C6 qu'il a torturé jusqu'au bout. Donc il a perdu la première partie. Dans la deuxième, il a sorti son arme secrète, c'est-à-dire la variante d'échange de l'espagnol, qu'il connaît très très bien. Il a failli battre Michael Adams avec ça. Mais donc il a obtenu une position qui était pleine de bonnes perspectives, mais il n'a pas réussi à conclure. Donc match nul. Donc rappelons quand même que le système du tournoi, c'est des matchs à élimination directe. Le 1 jouant contre le 8. Laurent Fressinet était le 6e Elo à jouer contre le 3e, qui est donc le russe Grichouk. Première partie, donc c'était des mini-matchs en 2 parties. Il est mené, il faut gagner, il gagne pas, il fait nul. Donc il est éliminé tout simplement. Mais enfin, en Suisse, on n'est pas éliminé. Oui, il continue à jouer puisqu'on joue les matchs de classement. Pour les matchs de classement pour majeur. Donc il faut rappeler la formule, hein, c'est une formule à élimination directe. Hein. Alors justement, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas d'élimination, mais c'est une formule système coupe, c'est-à-dire que dès qu'on a perdu un match, on ne peut plus gagner le tournoi, à la différence des tournois fermés, où si on perd la première ronde, ce n'est pas grave puisqu'on peut encore revenir. Ici, c'est l'élimination, dans ce sens-là, élimination directe. Donc peut-être des pronostics quand même, moi je verrais bien Ponomaryov faire très fort ici. D'accord, bon, Ponomaryov. A noter quand même la présence donc, de Bouk Zhuangzi qui a 13 ans et qui est, je crois, le plus jeune grand maître de l'histoire du jeu d'échecs chinois donc. Et qui démontre la vitalité des échecs en chinois. Oui, alors c'est vrai que maintenant les échecs en Chine ça se développe à toute vitesse. Il y a notre ex-champion du monde Anatoly Karpov qui fait nombreuses prestations là-bas.
qui est un peu l'ambassadeur du jeu d'échecs en Chine, on peut dire ça comme ça. Et ça se développe. Il y a déjà une championne du monde chinoise, Xi Yun. Il y a des grands maîtres chinois, il y a Ye Yangshuang, il y a... je ne me rappelle plus des noms, je m'embrouille un peu avec tous ces noms, mais il y en a beaucoup. Le niveau de jeu en Chine est très très fort. Et il y a donc maintenant la star junior, voire même pupille mondiale, la star pupille. La star pupille chinoise, donc Bu Guangxi, qui est très très fort. Je crois qu'il a battu Radjabov en match. Enfin, en tout cas, là, on est dans la nouvelle génération. On peut pas trop. C'est des joueurs qu'on connaît pas très bien. C'est un peu comme des nouveaux boxeurs qui arrivent. Ils ont tous leur style, leurs armes secrètes. On ne les connaît pas encore très bien, mais en tout cas, ici, il y a donc à Lausanne, il y a un très très bel échantillonnage des jeunes mondiaux. Il y a quand même un phénomène qui est l'âge d'obtention du titre de grand maître qui ne cesse de descendre. Actuellement, les jeunes ont à leur disposition des outils assez impressionnants pour se préparer, que leurs prédécesseurs n'avaient pas. Et effectivement, le niveau moyen augmente. On va rester justement dans l'informatique parce que on annonce donc le tournoi de Dortmund dont on avait fait un très beau reportage l'année dernière. Donc je vous invite à revoir dans les différés de Diagonale sur le tournoi de Dortmund. Donc c'était au mois de juillet de l'année dernière. Oui. Donc il faut remonter assez loin dans les archives, mais on peut le retrouver. On peut y arriver, ou alors avec le moteur de recherche. Ou avec le moteur de recherche aussi, dans Canal Web, pas facile à trouver ce moteur de recherche encore, mais c'est possible aussi. Donc retrouvez ce reportage sur le tournoi de Dortmund qui est très très fort avec cette année la présence de Bareyev, Michael Adams, Jeroen Piquet. On a beaucoup parlé de Piquet qui a fait d'excellents résultats, il a gagné notamment le Kasparov Inaugural Grand Prix sur Internet. En battant Kasparov en finale. Donc Jeroen Piquet en pleine forme. Vladimir Kramnik, qui lui aussi est en pleine forme et qui se prépare pour son match contre Kasparov, qui devrait avoir lieu fin novembre. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué sur Sarajevo probablement, parce qu'il ne voulait pas rencontrer... quand deux joueurs se préparent pour un match, ils essaient de s'éviter dans les tournois. Oui, alors ils essaient de s'éviter, mais en fait, donc Kramnik va jouer Dortmund principalement parce qu'il aime beaucoup la ville et il s'entend très bien avec les organisateurs. Donc Kramnik... À Dortmund, c'est une tradition, ça fait 5 ans qu'il joue le tournoi et il s'y sent vraiment très bien. Il a gagné 3 fois de suite, je crois. Il a gagné 3 fois de suite, oui. Et Vladimir Kramnik, Vladimir Akopian, notre vice-champion du monde officiel, il ne faut pas oublier, Vladimir Akopian qui était en finale du championnat du monde contre Khalifman. Et d'ailleurs, Khalifman joue également le tournoi. Khalifman joue et Anand joue, ainsi que Peter Leko. On va retrouver notre petit Peter Leko, ainsi que Robert Hübner. Alors Peter Leko qui n'a pas joué depuis Linares. Il n'a pas joué depuis Linares, donc il avait envie de prendre du repos, c'est ce qu'il est en train de faire. On l'a vu dans l'interview, donc là que vous pouvez revoir sur l'émission de Linares. Peter Leko voulait se reposer, donc il s'est reposé. Et là, espérons qu'il reviendra en forme à Dortmund. En tout cas, c'est le tenant du titre. C'est lui qui avait remporté le tournoi l'année dernière, c'est le tenant du titre. Et alors cette année, donc un nouveau joueur. Et voilà, donc je revenais à un nouveau joueur tout à fait spécial pour toi Lionel, puisque c'est Junior 6, l'ordinateur, qui va jouer le tournoi. Alors c'est pour ma part pas un nouveau joueur, je le connais depuis pas mal d'années en fait, c'est un logiciel qui a pas mal évolué depuis les anciennes versions et c'est vrai que ce qui caractérise Junior par rapport aux autres logiciels c'est son style qui est très stratégique. En fait aujourd'hui on est arrivé à un stade où tous les logiciels on le sait ont atteint une capacité, une force de jeu qui est intouchable sauf pour vraiment les tout meilleurs joueurs du monde et ce qui différencie un logiciel par rapport à un autre c'est son style et c'est vrai que Junior sera plutôt stratégique alors que d'autres programmes notamment Fritz sera plus fort tactiquement. Donc ça c'est un des critères aujourd'hui. Donc on arrive à personnaliser les machines. Le style de la machine dépend à l'origine du style du programmeur qui peut imposer de par l'évaluation et les critères d'évaluation qu'il va donner au logiciel une tendance. Et c'est vrai que Fritz est très très fort tactiquement et Junior lui sera plus fort stratégiquement. Est-ce que Junior a déjà fait des tournois comme ça contre des hommes? Oui, Junior a fait pas mal de performances. Je crois de mémoire qu'il avait battu Gelfand il y a quelques mois de cela. Il avait battu aussi, si je dis pas de bêtises, Judith Polgar. Je crois que les scalps de grands maîtres pour des programmes comme Junior aujourd'hui sont plus que démontrés. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est un logiciel qui risque de faire pas mal parler de lui dans la mesure où il existe une version multiprocesseur de ce programme qui permet donc théoriquement au logiciel d'accéder à une vitesse de calcul beaucoup plus grande que les autres logiciels qui n'ont pas encore de version multiprocesseur. D'ailleurs à Dortmund il sera probablement multiprocesseur, évidemment, puisque pour maximiser sa performance, la compagnie qui produit Junior 6 n'a pas lésiné sur les moyens. On verra ça. Donc en tout cas ça risque d'être très intéressant de voir un programme confronté comme ça à l'élite mondiale, parce que là on a vraiment l'élite mondiale, Anand est là, Kramnik est là, Peter Leko est là, Adams est là, donc ça fait 4 des 7 meilleurs joueurs du monde qui sont là, donc ça devrait être très intéressant à suivre les confrontations.
pour voir si les meilleurs joueurs du monde arrivent facilement à disposer de l'ordinateur ou pas. Oui, alors oui, effectivement, ça va être très très sympa parce que effectivement, jouer le championnat de Hollande par équipe, c'est sympa, mais là, les joueurs sont quand même d'un autre niveau, sont vraiment font partie de l'élite mondiale, et on va voir comment notre ami Junior, donc joueur positionnel, va se comporter face à ces joueurs de très haut niveau. Alors si on peut se lancer dans un petit jeu de pronostic, pour ma part, je pense que Junior devrait finir vraiment dans les tout premiers. Dans les 3 premiers, c'est mon petit pronostic. Pronostic de Lionel dans les 3 premiers. Pronostic qui n'engage que lui, évidemment. Qui n'engage Absolument, que toi, oui, tout à fait. Ça risque d'être dur quand même, parce que peut-être la compréhension positionnelle de ces joueurs-là va au-delà de... Si on voit comment Fritz a perdu contre Van Veli... Oui, il reste encore des progrès à faire. Je pense qu'actuellement, effectivement, le logiciel est pas tout à fait dans les 5 meilleurs joueurs du monde, mais avec la puissance de calcul, la cadence, je pense que Junior a toutes ses chances. Et bon, le pronostic, comme disait Eloi, n'engage que moi. Donc, autre actualité, le tournoi de Malmö en Suède. Oui, Malmö en Suède qui s'est terminé avec la victoire de Judith Polgar. Très jolie victoire avec 4 points sur 6. Il y avait 4 joueurs en tout. Oui, donc les premières sur 4. Oui, première sur 4, ouais, tout à fait. Et c'est pas mal puisque Judith Polgar enlève ainsi un nouveau tournoi. Elle avait déjà gagné le Japfa Classic en Indonésie. C'est donc sa 2e victoire consécutive dans un tournoi qui réunissait donc Anderson, Timan et Tiger Hillard Persson. Donc c'est pas mal. Alors la qualité des parties est très correcte. Elle a battu Anderson et Timan dans les 3 premières rondes. Et ensuite elle a fini en roue libre avec 3 nuls, s'assurant la première place toute seule et détachée. Alors autre info intéressante aussi, c'est le tournoi de Francfort qui avance et pour lequel on va faire un spécial diagonal avec un reportage sur place. Oui, alors déjà il y en aura un pour Dortmund. Enfin non, plutôt le contraire. Il y en aura un pour Francfort, mais il y en aura aussi un pour Dortmund. Et à Francfort, c'est superbe, puisque le plateau est... Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est les 6 joueurs, les 6 meilleurs joueurs de la planète. Les 6 meilleurs joueurs du monde seront là, donc Kasparov, Kramnik, Anand, Shirov, Morozevich et Peter Leko. Oui. Donc ça fait un plateau de rêve. Oui, alors non, ça va être vraiment un super tournoi. Donc Diagonal sera là-bas. On va attraper autant d'interviews que ce sera possible. On espère tous les avoir, en tout cas pour un reportage choc. Un reportage choc, donc ça a lieu, les dates. Alors de tête c'est délicat, mais ça a lieu d'ici 3 semaines. D'ici 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est la 3e semaine du mois de juin. Voilà, donc très bientôt, donc un reportage spécial diagonal sur ce super tournoi de Francfort, donc qui s'annonce comme le choc à ne pas manquer. Erreur linguistique. Voilà. Donc merci Lionel d'être passé nous voir. Merci à vous de m'avoir invité. Donc Eloi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. A priori, oui. Voilà, à la semaine prochaine.